Donc avant de commencer dans le vif du sujet, de faire l'appel, je vais vous informer d'un certain nombre de démissions et d'une entrée dans le conseil. Les démissions ont démissionné successivement. Alors j'ai plus, si ça doit être l'ordre. Madame Christine Jousselin, suite à la démission de Monsieur Charles Joseph, d'accord. Madame Christine Jousselin a démissionné. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a expliqué, voilà, ça se défend, enfin ça se défend, mais même si ça se défendait pas, elle m'a donné ses raisons. Pour une fois, j'ai eu au moins un contact avec quelqu'un qui démissionnait. Monsieur Daniel Duval a également démissionné, Madame Doriane Guérin a démissionné, et hier on a reçu la démission également de Madame Christine Chevalier. Donc du coup, la personne qu'on va contacter suivante, c'est Jean-Michel. Donc, comme la démission de Christiane Chevalier date d'hier, on n'a pas encore eu le temps de faire les formalités. Donc voilà. Bon, par contre, on a au moins une bonne nouvelle. On accueille aujourd'hui au sein du conseil Vincent Lotodé, qui a le droit à sa première séance. Je pense qu'on va faire un petit tour après, parce que tout à l'heure je réfléchissais, si on est ne serait-ce que 18 ou 19, si chacun prend une minute pour dire à peu près ce qu'il fait dans le conseil, tout ça, on va garder la fin quand tout le monde sera fatigué, pour faire ça. Mais voilà, donc je te souhaite la bienvenue. J'espère qu'on va bien pouvoir travailler ensemble. Quand on fera un petit peu le point, on fera un petit peu la liste des dossiers en cours. C'est un petit peu ce qui est prévu après le conseil, et ça permettra de voir si ce sur quoi tu veux t'investir éventuellement à venir. Oui, Paul ? C'est bon. D'accord. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, donc, on va pouvoir faire l'appel. Non, il me faut un secrétaire de séance. Le genre de sujet sur lequel généralement tout le monde se bat. Mais il en faut un. Isabelle, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'Isabelle soit secrétaire de séance ? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Bon, on a une secrétaire de séance. Ce serait bien que ça tourne un tout petit peu. Je rappelle que d'une manière générale, les notes sont préparées de manière assez conséquente. Ça veut dire généralement le rôle du secrétaire consiste à noter les votes, donc ce qui n'est pas insurmontable, et puis éventuellement les quelques points qui n'auraient pas été répertoriés, qui auraient pu être entrés dans une discussion. Bon, généralement c'est pas énorme, donc ce serait bien que ça tourne un tout petit peu quand même. Ce serait Voilà, la pauvre Isabelle. Je sais qu'elle a un crayon tout neuf, mais quand même. Donc voilà, donc on va pouvoir faire l'appel. Donc, alors, moi-même je suis présent, Nathalie Baudouin, Paul Noël, Présent. Monique Guillard, Isabelle Gauthier, Oui. Michael Mardelet, Oui. Franck Lemoel, Dominique Garnier, Gaël Briens, Aurore Ouette, Jérôme Linet, Vincent Lotodé, Éric Flo, Marie Dimambro, Marion Grignon, qui devait être là, bon, et Morgane Le Tondeur, donc, qui n'est pas là. Donc deux absents à l'heure actuelle. Ah, Olivier, Olivier Le Normand et Cathy Stéphane. Ah bah oui, je ne suis pas passé à la ligne. Ok, donc le quorum étant atteint, on peut commencer le conseil. Donc on a dans le signataire là un certain nombre de PV de retard qui étaient en stock. La dernière fois, tout le monde on les avait envoyés, mais pas nécessairement. Vous n'aviez pas forcément eu le temps de le lire, il y en avait un certain nombre. Donc ce que je vous propose, c'est de les faire circuler. Et puis, est-ce qu'il y avait des remarques sur ces PV là, qui avaient été diffusés il y a quelques temps déjà ? Pas de remarques particulières. Donc je propose de le faire circuler, et puis chacun appose sa signature en face de son nom. Et puis voilà. Pardon ? Ouais, alors on n'a pas pu mettre en place le direct, donc on va l'enregistrer et on le mettra en diffusion après. On a un souci qu'on n'arrive pas à identifier là sur le réseau. Donc pour le prochain conseil, ce sera mieux. Donc là, tournez bien les pages. Normalement, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit facile à signer. Il y en a 4, je crois. Donc voilà. Puis en attendant, donc, autre chose également, en fait, 2 petits points que je vous demande d'autoriser
à ajouter à l'ordre du jour. Alors c'est particulier, hein. Normalement, l'ajout de points à l'ordre du jour se fait de manière limitée. Le seul truc là, c'est que le point concernant le rachat du terrain du Darro, et on a besoin d'ajouter ce point-là, puisqu'en fait on a reçu la demande de l'EPFB et toutes les formalités hier. Donc du coup, si on veut pouvoir faire tout en ordre avant la fin de l'année et du budget, en gros il faut passer ça au Conseil aujourd'hui, sinon on sera obligé de faire un Conseil extraordinaire d'ici quelques jours, juste pour ce point-là. Donc je vous demande l'autorisation de rajouter ce point à l'ordre du jour. Et puis il y a un deuxième point, alors ça va encore être un peu particulier, c'est la création de la commission de contrôle. Je réexpliquerai en temps utile tout à l'heure. On devait la créer en septembre, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait 2 membres, comme les élections ont concerné 2 listes, il fallait 2 membres de l'opposition dans la commission de contrôle, et au mois de septembre, il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un installé. Bon, maintenant, normalement, on en a 2 installés, mais Morgane n'est pas là. Donc, je ne sais pas si ça l'intéresse de faire partie ou pas. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à la faire ce soir. Donc, on va voir si Morgane arrive. Ouais. D'accord. Bon, après, on en reparlera tout à l'heure. Si Vincent, toi, alors la commission de contrôle, c'est la commission de contrôle des listes électorales. C'est une commission qui se réunit une fois avant chaque élection, quelques jours avant l'élection, pour valider la liste électorale de la commune. Donc, voilà, sur le principe, pas de problème. Ok. Bon, du coup, on en reparle tout à l'heure. Alors, on va commencer par une première information sur les pouvoirs de police spéciale. Donc, alors, je vous ai envoyé une note de présentation que vous avez très certainement épluchée en long et en large. Le maire est doté d'un certain nombre de pouvoirs de police spéciale, police assainissement, police de l'urbanisme, police tout court. Et il se trouve que quand un certain nombre de compétences ont été transférées à la communauté de communes, normalement, le pouvoir de police associé est transféré également. Mais on peut s'y opposer. D'accord ? Donc là, ça concerne un pouvoir spécial, là, à l'heure actuelle, c'est celui de l'assainissement. Alors, ce n'est pas une délibération qu'on va prendre, parce que ça ressort c'est moi qui transfère mon pouvoir de police au président de la communauté de communes, donc j'ai juste un arrêté à faire. Mais voilà, je souhaitais vous informer de ce point, c'est que à l'échelle de la communauté de communes, a priori, l'ensemble des maires vont transférer leur pouvoir de police spéciale assainissement au président de la communauté de communes, de manière à ce que ce soit, que tout ce qui est mise en conformité des installations non conformes, polluantes surtout, et dangereuses pour l'environnement, que ce ne soit pas uniquement à la disposition du maire qui parfois du coup hésite par la proximité de la population, tout ça peut hésiter à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Donc d'un commun accord, tous les maires se sont en gros mis d'accord pour dire bon, on transfère le pouvoir de police assainissement au président de la communauté de communes qui lui aura les moyens normalement d'engager les mesures nécessaires avec en priorité toutes les mesures pour lutter contre toutes les installations d'assainissement polluantes et dangereuses. D'accord ? Donc ça, c'est l'objectif. Donc voilà, je vous informe de ça, on peut en discuter si vous voulez, on a déjà eu l'occasion d'en discuter à certains moments. Donc voilà, là en gros le transfert de pouvoir spécial, de police spéciale en matière d'assainissement, ça va comprendre l'élaboration du règlement du service d'assainissement, l'octroi de dérogations. Quand il y a des soucis, il pourra toujours y avoir des dérogations, mais ce n'est pas le maire qui la délivrera, ce sera le président de la communauté de communes. Le contrôle des installations privées d'assainissement, c'est déjà géré par la communauté de communes, mais là on délègue tout le pouvoir. Et indiquer aux propriétaires la non-conformité des installations et la délivrance des autorisations de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau public. Ça, de temps en temps, je vois ça passer en mairie quand il y a des demandes de travaux. On voit passer, en gros, des dérogations pour que les gens puissent laisser sortir des effluents épurés dans les fossés ou dans un certain nombre d'endroits. Donc là, ça ne dépendra plus de moi, normalement, ça dépendra du président de la communauté de communes.
Voilà. Donc un arrêté est à la signature pour ça. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que ça fait partie des choses que vous devez savoir, même si a priori c'est pas le sujet du conseil municipal d'octroyer ou non le droit au maire de faire ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Même si on en a déjà discuté, hein, vous pouvez parfaitement, déjà, bon, Vincent n'était pas forcément au courant, mais il y en a qui n'étaient pas forcément non plus dans les discussions. Si vous avez des choses à dire. Moi, c'est vrai qu'on en avait parlé déjà un petit peu. Moi, ça me dérange surtout sur le côté qu'on va déléguer à la communauté de communes le droit d'air validé, on peut le dire comme ça. Et moi, j'ai envie de dire, c'est qu'un maire connaît tous ses habitants, et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire les choses. Et voilà. J'ai pas envie que c'est la communauté de communes qui dit, tiens, demain, il y a une personne qui n'a pas d'argent, j'espère que la communauté de communes ne va pas arriver sur le territoire en disant, voilà, vous vous mettez dans ce fait, vous n'êtes pas norme, c'est temps, c'est temps. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Moi, ce que j'espère, c'est que la communauté de communes va donner à ces gens-là les moyens de pouvoir le faire. Parce que quand il y a des personnes qui seront à la retraite qui touchent 700 € par mois, je ne vois pas comment ils vont faire une fausse à 9 000 €. Donc moi, c'est juste mon truc qui me bloque un peu. Bon, ça, c'est indiqué dans le document. Moi, j'ai lu il y a beaucoup d'aides. Les personnes âgées sont exclues, notamment pour les gros travaux. En priorité, c'est pas eux qu'on va demander de faire les travaux. Il y a beaucoup d'aides accordées. Lis le document, tu vois, c'est intéressant. Je me permets. On a la vice-présidente, non, la conseillère. J'ai déjà eu l'occasion de présenter en bureau et en conseil communautaire une délibération pour justement octroyer une dérogation à une personne de ne pas payer justement une redevance. Donc, justement parce qu'elle n'avait pas de moyens pour la payer, elle avait eu une perte de revenus. Donc du coup, tous les cas sont étudiés un à un, quoi. Le contrôleur du SPANC, parce que là on parle plutôt d'assainissement non collectif, le contrôleur du SPANC nous informe généralement de la situation des personnes et les personnes peuvent faire des demandes d'annulation et puis après donc tout ce qui est remise à niveau des installations, il y a des aides qui existent. Le but aussi, c'est pas le but, mais les pénalités qu'on pourra récolter avec ce pouvoir de police serviront à octroyer des aides aussi par la suite aux personnes qui en ont besoin aussi, quoi. Donc la Comcom, elle n'est pas là non plus pour sabrer les personnes, quoi. Moi, ce que je vais te répondre, je pense, tu dis certainement il y a des aides qui ont été données pour les gens qui ne peuvent pas payer la visite des fosses. Ça veut dire le 135 €, c'est ça? Non, la réfection de leurs fosses, les travaux pour une non-conformité de fosse. C'était les gens qui ne pouvaient pas payer, tu dois comprendre. Ça existe aussi. Et elles peuvent demander les personnes. Après. Moi, je te parle des deux. Sur les deux, tu peux demander des dérogations, tu peux demander des exonérations de paiement. Mais comment tu peux demander des exonérations? Tu envoies un courrier. Sur des travaux, tu ne peux pas payer. Non. Là, l'exonération de paiement de la redevance. Tu peux envoyer un courrier à la communauté de communes avec tes pièces justificatives. Donc, on va te demander pourquoi tu ne peux pas la payer. Donc, là, en l'occurrence, le cas auquel je pense, c'était un décès dans la famille qui, du coup, faisait baisser les revenus du ménage. Donc, du coup, la personne ne pouvait plus payer la redevance. Elle a fait un courrier, elle a joint un certificat de décès, son attestation, son relevé des impôts, qui disait qu'effectivement, il y avait une baisse des revenus. Elle en a été exonérée. Voilà. Après, l'objectif aussi, c'est par exemple une chose qui ne se fait pas à l'heure actuelle et qui normalement devrait se faire déjà depuis longtemps, mais qui ne se fait pas parce que c'est encore à la disposition des maires, c'est que normalement, quand les installations non collectives sont non conformes, normalement, et surtout polluantes, logiquement, elles devraient être mises en conformité au moment des ventes
Et à l'heure actuelle, ce n'est pas fait du tout. Non. Et gérer ça au niveau de la communauté de communes, ça permettra certainement qu'au moment des ventes, les installations non conformes, voilà. Ça permettra de forcer ça, parce que sinon... Je suis d'accord avec toi, Bertrand, parce que quand Voilà. tu achètes une maison, tu le sais. Tu mets ça dans ton capital. C'est pas Ouais, l'acheteur de mais à l'heure actuelle, c'est normalement, ça devrait déjà être fait depuis longtemps, et ça ne l'est pas, parce que justement, ça reste à la discrétion des maires. Et, Mais c'est pas l'acheteur de faire, c'est au vendeur de mettre aux normes son système d'assainissement pour vendre la maison. Et du coup, généralement, ça se négocie, du coup, puisque ton installation doit être mise en conformité. Généralement, le vendeur doit baisser un peu son prix pour que l'acheteur puisse... voilà. Donc voilà. Donc l'objectif, hein, il y avait une petite présentation que j'avais joint, je crois, au document. C'est vrai que ça présente un tout petit peu tout. Alors, il y a d'autres pouvoirs hein, de police auxquels on va s'opposer, hein, mais c'est vraiment, à l'heure actuelle, le seul qui va être transféré. Oui. Il y a Morgane qui s'excuse parce qu'elle n'a pas eu le mail pour la convocation. Elle est dans la liste de diffusion. Elle est peut-être en spam. Je sais pas, elle n'a pas eu l'adresse accès. Donc, c'est pas bon. D'accord. Sinon, elle est d'accord pour la commission. Ok. Bon, on va régler ça. Alors, la première délibération concerne un sujet d'urbanisme. Nathalie, tu veux en parler? Hein? Ok, j'y vais. En fait, la question se pose depuis un certain temps du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. Donc ça veut dire le transfert de tout ce qui est politique urbanisme et politique de logement au niveau de la commune, qui à l'heure actuelle est géré au niveau de la commune, qui serait transféré à la communauté de communes. Ça, normalement, ça a déjà été décidé, mais on a des échéances qui font qu'on doit le voter assez rapidement si on souhaite s'opposer ou pas à ce transfert. Hein, il faut que ce soit fait à l'échelle de la communauté de communes. Hein, c'est ça, l'article 136 permet aux communes membres de refuser un tel transfert. Il convient alors de réunir dans les 3 mois précédant le terme du délai, donc on est dans les temps, une minorité de blocage composée de 25% des communes, représentant au moins 20% de la population de la communauté de communes. Les conseils municipaux de ces communes doivent alors adopter une délibération concordante s'opposant au transfert. On a eu des échanges entre maires lors de réunions. Pour vous donner un ordre d'idée, la délibération le modèle de délibération qui a été envoyé, c'est un modèle de délibération de refus. C'est-à-dire que d'un commun accord, tous les maires refusent de transférer la compétence PLU à la communauté de communes. Quand le travail sur les PLU a été fait au cours des dernières années, alors nous, on doit le recommencer, mais l'objectif, c'est pour autant d'essayer d'aboutir à un PLU à peu près conforme en fonction des communes, tu me dis si je dis des bêtises, hein, c'est de l'uniformiser, mais de ne pas transférer la compétence à la communauté de communes, parce que sinon, ce n'est plus nous qui gérons le développement de notre commune. D'accord ? Et d'un commun accord, tous les maires souhaitent garder la maîtrise du développement de leur commune et ne pas se voir imposer des choix qui seraient centralisés au niveau de la communauté de communes. Donc ce qui vous est proposé là, c'est d'acter le refus du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? On peut savoir pourquoi les maires sont réticents par rapport à ça? Ah bah, je pense que tu gères plus du tout ton territoire. Ça veut dire qu'en gros, il y a déjà il y a ce qu'on appelle un PLH, il y a un PADD, il y a un certain nombre de documents qui sont censés définir à l'échelle d'une région, d'un département, d'une communauté de communes, des objectifs de population, des objectifs d'urbanisme. Mais le risque en transférant la compétence, c'est que quand tu te retrouves face à une commune centrale qui commence à se sentir à l'étroit, c'est qu'on t'impose des choses que tu ne veux pas pour ta commune en termes d'habitat, en termes de... C'est que du feu Ah non, c'est quelque chose qui se fait au niveau beaucoup plus haut. D'accord ? C'est pas... Ça a été discuté dans les commissions de ça aussi avant. Là, on le voit, hein, c'est la loi Allure du 24 mars 2014 qui a organisé le transfert automatique au niveau interco de la compétence PLU.
D'accord? Donc c'est quelque chose qui se fait au niveau national, sauf qu'effectivement, il y a eu des discussions et que les élus locaux, d'une manière générale, ne veulent pas être dépossédés de ce droit-là. Donc c'est pour ça que la plupart du temps... voilà. Mais il y a quand même un garde-fou, puisqu'il faut qu'il y ait 25 communes qui s'y opposent, représentant au moins 20% de la population. Ça veut dire qu'une toute petite commune seule n'arrivera pas à bloquer le transfert si toutes les autres communes le veulent. Nous, on est 9 communes, et en gros, je crois que les 9 communes veulent aller dans ce sens-là. D'accord ? Donc ce qu'il vous est proposé, c'est au Conseil de décider de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLUI à la communauté de communes, à l'Ifré-Cormier. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des personnes contre, des abstentions. Le point est adopté. Alors vous allez voir, ce soir, c'est surtout des petits points techniques. Il est grand temps là qu'on vote divers points concernant l'école du Sacré-Cœur. Il y a une convention qui a été signée en 2013 avec l'école privée du Sacré-Cœur pour la prise en charge d'un certain nombre de dépenses. Ces dépenses sont calculées en fonction du coût de l'école publique. Attends. Salut. Tu notes l'heure d'arrivée de Marion ? Donc, on prend en charge, la commune prend en charge les dépenses de fonctionnement et les dépenses à caractère social, donc ce qui correspond aux classes délocalisées, au ski par exemple. Et ce calcul, il est fait en fonction du nombre d'élèves et en fonction des coûts constatés au niveau de l'école publique. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est d'acter le calcul. C'est, en gros... cette convention, elle a été signée en 2013, elle aurait dû être révisée, enfin un point sur cette convention aurait dû être fait en 2014, elle aurait dû être révisée 3 ans après. Bon, on a pu constater que ça n'avait pas été du tout fait. Donc un des objectifs de l'enfance-jeunesse, c'est de se pencher sur cette convention, parce qu'un certain nombre de modalités de calcul sont peut-être à réévaluer, un certain nombre de sommes sont peut-être à réévaluer, à actualiser. Bon, là, clairement, dans les 6 mois passés, il y a eu d'autres choses à gérer que la convention, donc c'est le travail pour la prochaine convention. Donc là, on applique les règles en vigueur. Donc le constat, c'est quoi ? C'est qu'à l'école du Sacré-Cœur, il y a 30 élèves, à l'heure actuelle en maternelle, 16 élèves en élémentaire. J'ai oublié de renoter celle en 2019. Il y a plus d'élèves, en tout, il y a 6 élèves de plus cette année. Je crois que c'est 5 de plus en maternelle et 1 de plus en élémentaire. Vous allez voir que ça a une incidence. Le coût des dépenses d'un élève à l'école publique Paul-Émile Victor a été calculé. Il est de 1 036,20 € pour un élève de maternelle et le coût d'un élève d'élémentaire est de 276,48 €. Ce coût prend en compte le coût d'entretien des bâtiments, le coût des salaires, le coût des fournitures, enfin tout ça, ça a été inventorié à partir du livre de compte. Si vous voulez même le détail, je pourrais vous le présenter si ça vous intéresse de voir comment c'est calculé, en particulier pour l'enfance-jeunesse. Et c'est Madame Audry qui a repris les méthodes de calcul qu'elle met en œuvre tous les ans. Et donc, on voit que le coût, là, pour l'année 2019 a augmenté, le coût par élève, un petit peu, en maternelle et en élémentaire. Et donc, si on applique tout simplement la règle, c'est on prend le coût d'un élève, on multiplie par le nombre d'élèves et on additionne le coût en élémentaire et en maternelle, on arrive au total de 35 509,68 € cette année qu'on va verser. Alors il faut savoir que ce montant qui est reversé à l'école privée du Sacré-Cœur, elle est reversée en 4 fois. D'accord ? Il y a un premier versement là, et puis les autres l'année prochaine. Vous pourrez noter l'augmentation par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était 25 323 €. C'est les coûts de maternelle. On a un petit coût supérieur, et puis comme il y a plus d'élèves en maternelle, à 1 000 € l'élève de maternelle en plus, le coût est assez net. La différence est assez nette cette année. Par contre, comment ça se fait qu'il y a autant de différents en 2017-2018
D'accord. Ça fait 100, hein. Et tu te rends compte, en 3 ans, Il faut reprendre le calcul du nombre d'élèves. Et en particulier du nombre d'élèves en maternelle. Depuis 2-3 ans, il y a une augmentation du nombre d'élèves à l'école du Sacré-Cœur. Et en maternelle en particulier. Ouais. Il y a aussi plus d'habitants. Oui, c'est lié aussi au nombre d'habitants. On ne prend pas en compte les coûts des élèves hors commune. Non, quand même, que ce soit clair. Oui. Une question qui m'interroge, qui évoque une chose, c'est que le coût par élève prend en compte les bâtiments. L'entretien. L'entretien des bâtiments, mais c'est privé, ça. Qu'on soit dépositaire au niveau de l'école publique, de l'entretien, de l'ensemble de la structure. Certes, là par contre, l'école privée, c'est un peu particulier. Donc intégrer le coût de l'élève, que ce soit un coût de scolarité. La procédure de calcul est donnée par la préfecture, il me semble. La procédure, on a un tableau avec les différentes lignes de compte, et puis voilà. Oui, ça. Voilà. Ouais, on peut. C'est pour ça que quand tu parles de bâtiment, moi ça me surprend, parce qu'on n'est pas dépositaire. Non. Ces bâtiments, ni la façon dont c'est géré. Autant on lève pour l'école. Après, je me trompe, mais si on fait 15 élèves, ça fait combien d'autres communes? Ils ne sont pas comptés dedans. Oui, mais il n'y a pas d'aide de la commune pour ceux qui viennent des. Il n'y a pas de subvention pour les enfants de garde. Oui, non. Normalement, il doit même y avoir une participation de la commune concernée. Avant, il y avait. Ouais. Mais il faut savoir que la participation de la commune extérieure n'est pas obligatoire. Donc en fait, d'une manière générale, c'est assez. Tout dépend s'il y a une école, pas une école dans leur commune, et ainsi de suite. Il y a des règles là-dessus. On pourra, je pense qu'à l'occasion du travail qu'on refera sur la convention, on se repenchera sur toutes ces modalités de calcul pour bien les assimiler. Et voilà. Donc, comme indiqué dans la convention, le versement est trimestriel, 25% en novembre, 25% en janvier, 25% en avril et le solde en juillet. Donc, voilà. Donc la proposition qui vous est faite, c'est de décider de verser à l'OGEC la somme de 35 509,68 € dans le cadre de la convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes de l'école privée du Sacré-Cœur sous contrat d'association avec l'État pour l'année scolaire 2020-2021. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? C'est adopté. Et de la même manière, la commune prend en charge une partie des dépenses à caractère social des classes de l'école privée. Donc les modalités de ce calcul sont les mêmes. Le nombre d'élèves en maternelle et en élémentaire. Par contre, là c'est un montant fixe. Le montant alloué est l'addition de deux choses. Le montant alloué par élève à l'école publique Paul-Émile Victor pour les fournitures scolaires, 35 €. Et le montant global attribué à l'école privée le coût du temps périscolaire du midi, 47 €. Donc ce sont ces deux sommes-là qui sont calculées depuis des années et des années sans avoir été réévaluées, voir si ce serait nécessaire ou pas. Donc du coup, quand on fait 35 plus 47 et qu'on multiplie par le nombre d'élèves, on arrive à la somme de 3 772 €. Versée de la même manière par quart en novembre, janvier, avril et en juillet. Et donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? C'est quelque chose que vous retrouverez tous les ans, sauf si on décidait de ne plus avoir de convention. Mais ça, c'est un autre... Je pense que ce serait compliqué quand même. Je pense que partout, dans toutes les communes, ce genre de convention existe. Les écoles sont en contrat d'association. Donc ça n'existait pas avant. Je pense que ça a été mis en place au moment du passage à 4 jours et demi. Ça correspond, 2013. Je ne sais pas ce qui existait avant. Il faudrait qu'on regarde. Donc ce qui vous est proposé, c'est de verser à l'OGEC la somme de 3 772 € dans le cadre de la convention de prise en charge communale de dépenses à caractère social des classes des écoles privées sous contrat pour l'année 2020-2021. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des personnes contre? J'ai du mal. On va commencer comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Approuvé.
On reste dans les écoles, mais ce coup-ci pour l'école Paul-Émile Victor. En fait, on a voté en septembre les subventions aux associations. Et l'autre jour, Madame Ouedry a attiré mon attention sur le fait qu'on n'avait pas versé la subvention à l'association, à l'OCCE Paul-Émile Victor, qui est versée tous les ans. Alors, la subvention qui est attribuée tous les ans, depuis 2-3 ans, est de 1 881 €. C'est divisé pour toutes les classes. Hein, la somme est répartie à égale partie entre chaque classe, a priori. Ça ne fait pas l'objet d'une demande de subvention. J'ai découvert que ça ne faisait pas partie de... Voilà, l'OGEC à l'école privée fait une demande de subvention. L'OCCE ne fait pas de demande de subvention. Bon, j'essaierai de comprendre pourquoi. Mais comme c'est généralement en fin d'année que cette subvention est versée, du coup, il faudrait qu'on la vote. Voilà. Donc, elle figurait dans le tableau des associations. On l'a raté, je pense, tout simplement. Je ne sais pas comment. Voilà. Comme il n'y avait pas eu de demande, on a pensé qu'il n'y avait pas de demande cette année. Et en fait, j'ai demandé confirmation à la mairie à Séverine aujourd'hui. Et en fait, ça ne fait jamais l'objet d'une demande. C'est d'office. Oui, Olivier? C'est quoi l'OCCE? Alors, l'acronyme, c'est l'association de l'école Paul-Émile Victor, OCCE. Oui, c'est la coopérative. C'est la coopérative de l'école Paul-Émile Victor. Après, ils sont répartis dans des budgets éducatifs. Au conseil d'école, Mathieu nous explique comment c'est réparti. Voilà. Ça va dans le budget de fonctionnement, les projets éducatifs, après ceux qui répartissent. Il t'explique tout ça le jour du conseil d'école. Tout est détaillé. Ouais. C'est vrai que c'est pas l'association comme les autres associations, c'est pour ça que... C'est Office central de la coopération à l'école. C'est ce qui leur permet d'avoir un compte sur leur caisse, en fait, d'avoir un compte chèque et tout ça, et puis pour déposer de l'argent. Pour les photos de classe et tout comme ça. Ouais, faire des bénéfices. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On revient un tout petit peu sur le chapitre de l'assainissement pour un dossier qui va nous tenir pendant quelques temps. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. On va solder l'affaire normalement aujourd'hui. Enfin, solder, c'est beaucoup dire. Vous savez que la compétence assainissement a été transférée à la communauté de communes au 1er janvier. D'accord ? Donc ce n'est plus de notre ressort. Donc avant, on avait un budget assainissement. Ce budget assainissement était porteur d'un certain nombre de charges et de recettes. Et il y avait un excédent. Un excédent à la fois en fonctionnement et un excédent en investissement. Le total de ces excédents est de 248 000 €. Oui, j'aurais dû faire l'addition. 240. Ouais, ça fait 248 000 € et quelques centimes. Et donc, normalement, dans les discussions qu'il y a eu lors du transfert de compétences, la guerre, c'était est-ce qu'on garde l'argent, pas l'argent? C'est à l'échelle de toutes les communes, de la communauté de communes. Il y avait les communes qui, naturellement, toutes les communes souhaitaient conserver l'argent quand il y avait des excédents, puisque la trésorerie s'appuie souvent sur cet excédent-là, les trésoreries de communes. Et puis la communauté de communes qui sait que parfois elle reprend des réseaux d'assainissement un peu en mauvais état, sait qu'elle va devoir engager des travaux et naturellement elle ne souhaite pas engager les travaux et donc faire des dépenses, alors que de l'autre côté la commune a gardé l'argent. D'accord ? Donc du coup, en fonction des communes, il y a eu des discussions, des négociations un peu serrées. Bon, nous, on a un réseau qui nécessite des travaux. Et donc, globalement, on n'avait pas beaucoup de... Enfin, ça a été négocié avant la prise de mandat. Ce transfert de l'excédent d'assainissement, ça a été négocié avant le mandat. Là, la question était plutôt de dire, le problème, c'est que ces 248 000 €, on ne les a pas. Je me souviens de mon premier bureau communautaire,
où tout le monde discutait de ça, et à un moment donné, quand est arrivé mon tour, je dis mais j'ai même pas ça sur le compte en banque. D'accord ? Et on en était loin. Et donc, forcément, payer l'excédent, je voulais bien qu'ils viennent le chercher, mais il fallait qu'ils le trouvent. Et donc, en gros, la discussion a plus porté sur comment on pourrait être amené à payer cette somme. Donc le travail avait été fait en partie avant par Stéphane Desjardins. Il y avait eu une négociation à l'époque où il était vice-président à la communauté de communes. Là, il a été un petit peu étendu, et du coup, ce qui nous est octroyé, c'est la possibilité de reverser cet excédent du budget assainissement sur 5 ans. D'accord ? Donc voilà, à partir de l'année prochaine. Donc on va faire en gros un petit peu moins de 50 000 € tous les ans pour pouvoir transférer tout ça à la communauté de communes. C'est clair que les 248 000, c'était une grosse épine du pied au début du mandat. Tant que ce n'était pas acté, là c'est acté, ça a été voté mardi dernier au conseil communautaire. Ça a été, c'est officiel au niveau du conseil communautaire, donc aujourd'hui on prend la décision également au niveau de la communauté de communes. Enfin, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter ces modalités. Après, j'ose espérer que vous allez le faire, parce que sinon on va être embêté quand même. Si vous n'êtes pas d'accord. De quelle heure embêté ? Si, vous pouvez toujours essayer de demander sur 10 ans, je pense. Je ne suis pas sûr que ce soit accepté, mais c'est un peu tard. Ah voilà, en plus, notre conseillère déléguée à l'assainissement à la communauté de communes a prévu son budget avec ça. Donc, on devait donner 248 000 qu'on n'a pas, et là on va donner 248 000 sur les budgets à venir. Voilà. Ça fait un peu lourd quand même, sachant qu'on a des antécédents, facture les B, qui arrivent, des choses comme ça. Le fait, c'est sûr, on passe d'une situation inextricable à une situation pas facile. Mais c'est déjà mieux. C'est à nous, ça va être à nous de dégager les marges nécessaires au cours des prochaines années. Il y a un certain nombre de choses qui vont se... À 248 000 €, on va voir belle chose sur RC, donc ça sera ça. Mais quelle heure ? Moi je veux savoir quelle heure. Je sais autre chose de l'Ifré-Cornier communauté, parce que ça c'est quand même des sommes importantes. On est déjà en difficulté financièrement. J'ai eu à en parler déjà, et je ne comprends pas pourquoi une somme de 248 000 €, sachant que pour ces budgets-là, la fongibilité existe. Elle n'a pas été réalisée, c'est-à-dire la fongibilité, c'est de transférer les comptes qui sont en excédent sur d'autres qui ne le sont pas. Alors, si l'équipe avant a déjà engagé quelque chose, on est obligé d'honorer ce que l'on a déjà fait dans d'autres cas. C'est l'équipe avant qui a acté de verser, de transférer les excédents. C'est pas nous qui l'avons décidé. Nous, on est arrivés, c'était déjà acté, c'était déjà comme ça. Il fallait verser les 250 000 € d'excédent. Donc pour 248 000, moi je peux m'attendre dans les mois à venir, dans les années à venir, à avoir un réseau qui soit sain, sachant que LCC est intervenu sur du curage, sur déjà des travaux. Alors le curage c'est quoi? C'est 2 jours de travail, remblayer un chemin, rempirer, ils n'ont fourni que la matière première, c'est nous qui avons réalisé le reste. À un moment donné, il faut du résultat. À 248 000 € compte tenu de l'état des finances, il ne va pas falloir qu'à LCC, on soit alors cautionné tout systématiquement. Parce que ce sont des excédents. C'est pas parce que auparavant il y a eu des décisions qu'on doit systématiquement partir dans une gestion de confort. Pour nous, elle n'est pas confortable du tout. Ah non. Je fais partie des gens qui sont responsables de ce qui se passe des deniers de la commune, et donc je serai très vigilant sur ce qui se passera. Je ne veux pas entamer d'autres discussions, on l'a dit, pour moi ça ne correspond pas. Ce n'est pas une gestion ça. Et Dieu sait si je l'ai été. J'ai été gestionnaire, j'ai géré des budgets, mais pas comme ça. Donc là, on acte. Ça a été fait, on est obligé. Mais attention, je serai très vigilant là-dessus.
Bon, Pour la après, suite, c'est pas normal que ce soit comme ça. il y a un certain nombre de choses. Voilà. Je sais qu'Isabelle doit travailler sur des sujets justement par rapport aux Je suis travaux qui totalement pourraient être engagés. Hein, c'est ça. Sur les modalités, elle a un gros travail à faire justement sur les modalités d'engagement des travaux, la manière dont ça va être réalisé. Voilà, c'est une des missions. Hein. D'ailleurs, le pôle technique environnement vous a envoyé un mail pour vous demander les travaux sur voirie que la commune envisageait. Je crois qu'on n'a pas eu de réponse d'RC. Et pour cause, Si, moi j'ai répondu. Si, il y a eu une réponse. Non, mais si, il y a eu une réponse, mais pour dire qu'on n'avait rien à l'heure On actuelle. n'a rien en cours, non, je réponds. Je réponds. Mais c'est pas la voirie, là, on parle d'assainissement. Oui, Oui, mais mais c'est lié, Paul, parce que qu'est-ce que tu as sous la voirie? Oui. Tu as tes réseaux. Oui, ça fait partie. Je suis d'accord. Non, c'est. On profite de faire les réseaux quand vous faites les. Mais on mutualise les travaux. On mutualise. On en avait parlé quand on avait monté notre plan pluriannuel de rénovation de voirie pour la société. Il n'y aura peut-être même pas de schéma de voirie. Non, c'est. Voilà. Que l'on fusionne les deux, ça, c'est pas trop un souci, quoi. La réponse a été faite, hein, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, compte tenu des finances, on n'est pas en mesure d'engager des programmes de voirie. Donc, ce qui a été répondu, c'est qu'on n'avait pas de projet particulier. Voilà, hein, Mais attention quand même, Pour- parce que dans les médias. Ça grève, Ouais. ça grève tous les projets. Oui, c'était avant nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, c'est pas parce qu'il y a eu avant qu'on doit systématiquement, j'ai eu l'occasion de le dire à tous, désolé, voilà, mais de le dire à tous, c'est pas parce que l'autre doit se tuer que je dois me tuer aussi. C'est pas parce que le voisin fait une imbécilité que je dois faire la même imbécilité derrière. Je serai critique, j'essaye de réfléchir et je suis désolé. Il l'est aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le faire dans mon discours, il faut qu'on soit novateur. C'est pas parce qu'il y a eu par le passé des dispositions, c'était dans un contexte, c'était avec des personnes. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires de la gestion de la commune. Oui. Et ça, il faut le faire de façon précise. Il ne s'agit pas de dire bon, c'est fait, puis allons-y. Non, ça, non, mais c'est pas. Je pense que c'est pas la démarche. Je pense que c'est pas la démarche, hein, Paul. Hein. Mais soyons vigilants. C'est tout ce que je disais. On l'est. Hein. On est tourné. Enfin, en gros, on est en train de solder les choses dont on hérite progressivement, afin de pouvoir mieux se tourner ensuite vers la Soyons vigilants dans la façon de solder. Hein, mon propos était là. Alors moi j'ai vu Qu'est-ce que quelques vous panoramiques. frais à court terme? Qu'est-ce que vous avez comme frais à court terme, moyen terme? Sur le réseau. Parce que moi je peux dire tout le temps qu'il y avait des gros travaux qui n'étaient pas très bien, qui n'étaient pas optimales dans le réseau. Du curage de réseau. C'est déplorable. Alors ça, je ne sais pas ça. J'ai pas les détails. Isabelle, du coup, à court terme, quelles étaient les dépenses à engager pour la commune, par exemple? Je ne sais pas si j'ai ça. Quand on parle d'assainissement, il n'y a pas de milliard dedans. Ah non, le P est au. J'ai encore eu un message aujourd'hui. Le P est bien de la commune. Elle n'a rien à voir dedans. Ce qui m'a valu d'ailleurs aller voir avec les traitements. J'entends ce que vous avez apprendre une fois, c'est que la compétence est par le ministre estime qu'il y aura des travaux à faire dans moins sur le mois année, voilà, c'est quoi le débat, c'est pas. C'est la somme des travaux qui sont engagés pour RC d'ici 5 ans. C'est historique. C'est juste pour rendre compte de la somme derrière par rapport aux 148. Eh bien, pour RC, il y aura des travaux de réfection de réseau, des inspections caméras, la mise en place d'un canal Venturi, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est pour la pompe le poste de refoulement, le remplacement de la télégestion, des travaux de réhabilitation partielle du réseau sur la rue de la Croix de l'Écu, des inspections caméras et des contrôles sur le schéma directeur, et un renouvellement annuel qui est prévu. Voilà. Toutes les communes ont droit à un renouvellement annuel de 1,5%, ce qui fait un certain nombre de mètres linéaires. En l'occurrence, pour RC, ça fait 139 mètres linéaires. Voilà. 130 mètres par an. Oui. Ça, c'est une récurrence, tout ce que vous dites là, non? Il n'y a pas d'extension réseau. Il n'y a pas d'extension. Pas pour le moment. Non. Mais les extensions de réseau, c'est autre chose. Ce n'est pas l'IFRE Cormier qui le fait généralement. C'est l'aménageur qui le fait dans son lotissement. Et ensuite, les réseaux sont rétrocédés à l'IFRE Cormier. Ouais, pour les lotissements, il aurait pu y avoir une campagne de
Ouais, c'est-à-dire de transformer des assainissements non collectifs en collectifs. Ça peut se faire quand il y a Il faut faire un zonage zonage d'assainissement pour ça. Il faut faire un zonage d'assainissement. Et pour le moment, c'est pas encore à l'ordre de jeu. Là, du coup, c'est l'entretien, en fait. Mais si un problème sur le réseau, c'est. On intervient. Voilà, c'est ça. Bah oui. Ce que tu viens d'énumérer, c'est l'entretien. C'est des travaux d'entretien et des petits travaux. C'est du préventif. Et une remise à niveau quand même, parce qu'il y a une télégestion qui est efficace, il y a un 50 000 euros d'entretien par an, est-ce que ça. Mais là, c'est pas 50 000 euros. Hein. Non, mais c'est. Là, ça, c'est plus que ça. Hein. C'est énorme en termes de. Donc c'est l'entretien qu'on aurait pu faire nous aussi. Qu'il aurait fallu faire et qui n'a peut-être pas jamais été vraiment fait, qu'on n'aura pas à faire. C'est pas, disons que maintenant, c'est plus un souci pour nous. Quelle somme représente ce que tu as énuméré, ça représente quoi quelle somme sur l'année? À peu près 80 000 euros. 80 000 euros. Par rapport, là, c'est pour une année. Hein, que je fais. Alors, au niveau des sommes, je peux vous en dire un peu plus sur le budget assainissement. Au départ, le budget d'assainissement, il a levé 1 million d'euros d'emprunt pour pouvoir se faire. Au moment où on a fait la clôture du budget en fin 2019, il restait encore à rembourser, parce que la plupart des emprunts étaient sur près de 20 ans. Certains à 20 ans, d'autres un poil plus court. Il nous restait encore 623 000 euros de capital à rembourser. Donc on n'a pas juste transféré la compétence, on a aussi transféré à L2C 623 000 euros d'emprunts à rembourser qu'on a pu rembourser et les intérêts qui vont avec. Alors ça pesait jusqu'ici à peu près 35 000 euros par an en remboursement pour les 4 emprunts. Ventilé de la manière suivante, à peu près 25 000 de capital pour 9 000 d'intérêts. Donc on voit un peu les sommes qui sont en jeu. Donc grosso modo, avec les remboursements complets, intérêts compris, il restait grosso modo 800 000 euros. Donc ça aussi, ça fait partie du transfert. Il faut avoir ça aussi en tête comme chiffre. C'est pas juste on transfère 250 000 euros, on a transféré la totalité du dossier. L'excédent d'un budget, on mesure une fois qu'il a été entièrement payé. Et ça, le bilan, on aurait pu le faire dans 15 ans. Donc ce qu'il vous est proposé, c'est d'acter le transfert des sommes. Donc on arrive à la somme 248 561 15 en 5 ans. D'accord. J'ai pas plus de précision à l'heure actuelle sur les échéances, mais c'est une échéance par an. On n'a pas de date. Hein, si. Est-ce que je dois sortir? Est-ce que... Bonne question. Tu sors. Oui, on va dire. Ah, il a les secrétaires de séance. Non, mais oui, mais elle est conseillère déléguée à l'assainissement à la communauté de communes. Donc cette somme-là, c'est à elle qu'on le donne. Eh bien, donc elle est intéressée. On va éviter toute... non, mais ça permet d'éviter toute discussion. C'est pas comme si on était à cheval sur le quorum. Là. Mais là, effectivement, il vaut mieux faire attention. J'ai juste une question. Tu parlais tout à l'heure qu'il y a eu des travaux là, et que c'est nos agents d'entretien. Oui. Et pourquoi ils font alors qu'ils sont censés. C'est qu'on fera des entretiens par Non. Le chemin d'accès à la station de refoulement et au réseau était difficilement accessible. Et donc la négociation a été de dire ok, on vous dépose 10 tonnes de cailloux, vous vous débrouillez, vous faire le chemin. Donc c'est l'équipe locale qui a réalisé ce chemin en plus. Alors, ils n'ont pas fait de curage parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça on a participé aussi. Il y a aussi, je dirais, sans que ce soit du sectarisme systématique, mais du coup, on a la consommation du gasoil, du tractopelle et tout ce qui s'ensuit. Donc ça c'est des...
Donc, il vous est proposé donc d'acter le transfert de ces 248 561,15 € à la communauté de communes sous forme de 5 annuités à partir de 2021. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. C'est bon, tu peux revenir. Ah bah oui, convention d'échelonnement. Du coup, je pense que tu vas pas rester longtemps. Maintenant, en fait, ce transfert-là, la finalisation de ce transfert se fait sous la forme de 3 délibes. Maintenant, il faut que, suite au transfert de compétences assainissement à la communauté de communes, il faut que vous m'autorisiez à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens des immobilisations, c'est-à-dire tout ce qui concerne le poste de refoulement et tout ce qui est... voilà. D'accord ? Donc voilà, il n'y a pas de... En gros, tout ce qui était... Ouais. Donc le transfert étant acté, forcément on transfère tout le reste à la communauté de communes. Donc il vous est proposé de m'autoriser à signer ça. Oui, parce qu'il y a une obligation de résultat, de toute façon, d'exploitation. Donc pas de problème. Donc tu participes pas au vote? Non. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis, ces 248 000 € là, il vous est proposé de prendre une délibération à part pour m'autoriser à signer la convention d'échelonnement de l'excédent d'assainissement. Le fait, voilà, on va établir une convention pour permettre ça sur 5 ans avec la communauté de communes. Pour que je puisse la signer, il faut que vous m'autorisiez à la signer. Donc voilà. Il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention d'échelonnement de l'excédent d'assainissement qui prévoit des modalités d'un remboursement sur 5 ans pour un montant annuel de 49 712,23 € et un total cumulé de 248 561,15 €. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est quelque chose qui a été voté aussi en communauté de communes. Chaque commune les vote. Il faut savoir qu'on est suivi par le centre de gestion 35, qui nous permet, par exemple, de pourvoir au remplacement lorsqu'on a des salariés absents. C'est une des méthodes. Quand on a un employé qui est absent à l'improviste ou même de manière prévue, Madame Oudry, généralement, contacte le CDG pour pouvoir avoir un remplaçant le plus rapidement possible. Donc c'est une des missions du CDG. Le CDG a d'autres missions comme la médecine préventive, l'inspection des conditions de travail. Je viens d'ailleurs d'avoir un courrier qui me demande concernant l'inspection des conditions de travail en octobre ou novembre 2019, il y avait eu une visite de fait à la mairie avec un certain nombre de constats faits sur des conditions de travail pas acceptables, on va dire, avec des prises électriques volantes, avec des peintures qui se décollaient des murs, vous avez tous eu vent de tout ça. Et donc, j'avais reçu le courrier aussitôt après la prise de fonction, qui officialisait tout ça. Et le CDG me demandait à l'époque quelles étaient les mesures engagées quel était le plan d'action prévu pour résoudre tous ces problèmes. Je viens d'avoir un courrier qui me demande où est-ce qu'on en est de notre plan d'action. Donc je pense que déjà, j'ai reçu ça cette semaine ou la semaine dernière. Donc je vais leur envoyer un petit courrier avec déjà quelques photos du bureau qu'on a refait. Je ne vais pas pouvoir faire une photo de la prise électrique qui est toujours sous tension. Elle est toujours sous tension, j'ai toujours pas trouvé d'où ça vient. Je pense que je vais faire... je vais expliquer qu'on a déjà fait un petit peu et qu'on espère faire plus dans les temps à venir pour essayer améliorer les conditions de travail déjà, et puis aussi améliorer certaines conditions sanitaires au niveau de la mairie. Déjà, on va changer un lavabo prochainement.
Oui, donc la mairie a fait des ateliers. Oui, il y avait la mairie et les ateliers. Bah, parce que ce n'est pas des ERP, déjà. Les autres, c'est des ERP. Donc, il y avait les ateliers. Alors, les ateliers, c'est pas... que c'est le mythe de l'atelier, parce que la mairie a quand même la manque d'accueil. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et les ateliers, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut qu'ils fassent un peu de rangement déjà. Et puis il y a des histoires de scies circulaires sans protection, un certain nombre de choses. Bon, voilà. On a eu avant la salle des fêtes, la salle des sports. Il y a toujours la salle des fêtes qui est toujours en chantier aussi. On essaye de faire les priorités. On définit des priorités et on avance. La salle des fêtes, ça va, elle est toujours fermée, ça gêne personne pour le moment, donc on en profite un tout petit peu pour faire autre chose. Et donc, parmi les autres domaines d'intervention, il y a les contrats d'assurance des risques statutaires, le traitement informatique de la paye, et puis il y a des interventions à la carte. Les conseils, par exemple, des conseils en organisation et en management. Des managements d'équipe, organisation du travail et des choses comme ça. Le CDG offre des missions de ce type-là, des missions payantes. L'accompagnement des collectivités dans les projets de dématérialisation, on commence le travail. Et puis, vous voyez, des remplacements et des renforts, ça on les utilise. Des conseils en mobilité, de prévention en matière d'hygiène et sécurité, ça j'en ai parlé. Les allocations de retour à l'emploi, enfin bon. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est de passer la convention qui nous permettra éventuellement de faire appel à des missions facultatives du CDG. On verra si on en a besoin ou pas, mais au moins avoir signé la convention, ça permet de le faire si nécessaire. Non, il me semble aussi que vis-à-vis des agents, oui, c'est bien. Ça peut être un support pour eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont leur place dans les locaux et que ce ne sont pas que des fonctionnaires lambda. Il y a une chose qui peut être utile, c'est aussi la médiation juridique et le recours administratif. De temps en temps, on peut être confronté à des difficultés qui, du coup, sont bien utiles si on peut s'appuyer sur le CDG pour ça. Donc voilà. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de m'autoriser à signer la convention cadre proposée par le centre de gestion, ainsi que tous les actes complémentaires nécessaires pour les missions facultatives du CDG 35. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Une petite délib qui est de retour. Si vous avez lu la note, vous avez pu vous en rendre compte. On a signé, je crois que c'était en juillet, en juillet, une délibération qui permet de créer des postes non permanents quand il y a des accroissements temporaires d'activité au niveau des services municipaux. Je ne sais plus si c'est en août ou en début septembre, Madame Ouidry un jour m'a dit en fait on est embêté parce que le contrôle de légalité de la préfecture n'a pas posé de problème du tout. Par contre, c'est la trésorerie qui nous embête parce qu'il faudrait que les postes soient désignés dans la délibération de manière précise. Donc du coup, il faut reprendre cette délibération pour pouvoir spécifier les deux postes qui sont adjoint technique territorial pour les services à la cantine, l'école et l'entretien des bâtiments et l'adjoint du patrimoine pour la médiathèque. Alors, vous savez qu'on a pris quelqu'un pour remplacer la médiathécaire de manière temporaire, tant qu'on n'a pas recruté quelqu'un d'autre. Et donc du coup, la délibération, la trésorerie la trouvait pas assez précise. C'est normal, c'est un ministère des Offices. Voilà. La rémunération salariale. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que le contrôle de légalité de la préfecture, par contre, ne pose pas de soucis. Les salaires sont aussi indexés un poste, un statut Donc du coup, ce qui vous est proposé, c'est de prendre une nouvelle délibération autorisant la création des 2 emplois non permanents suivants, compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité, un adjoint technique territorial au service cantine, école et entretien des bâtiments, et un adjoint du patrimoine principal de 2e classe pour le service médiathèque. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le SDE a mis à jour ses statuts ce statut permet d'adjoindre, donc la modification des statuts adjoint les infrastructures d'avitaillement en gaz et en hydrogène aux infrastructures de charge pour véhicules électriques.
C'était pas indiqué dans leur statut, maintenant ils ont ça en charge. Et donc, comme ils ont modifié leur statut pour y ajouter cet élément-là, et ben, du coup, on a 3 mois à compter de la réception du courrier pour donner notre avis sur le projet de modification des statuts du SDE 35. D'accord ? Je ne sais plus comment. C'est pas un transfert de compétences. Comment ? Hein ? Oui, oui, c'est une prise de compétence du SDE, mais vis-à-vis de la commune. Ouais, on a un contrat avec le SDE. Pour le SDE, on le fait en tant que quoi par rapport à cette décision? En tant qu'adhérent de SDE ou quelle est la position en tant qu'adhérent? Oui, on est adhérent au SDE. Ouais. Et donc c'est à ce titre qu'on va prendre la délibération. Ouais. On est partie intégrante au fonctionnement et à la gestion on a du service. Quoi. Michael qui fait oui, c'est vrai. qui siège au SDE. Au comité, non, au comité syndical du SDE. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le projet de modification des statuts du SDE 35. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des personnes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, on ne va pas dire que le reste c'était des mauvaises nouvelles, mais là, celle-là, c'en est une bonne, plutôt, une bonne nouvelle. Bon, vous savez que là, on a hérité d'une situation qui n'était pas simple. Hein. En gros, avec tout ce qu'on a à payer normalement d'ici la fin de l'année, on ne pouvait pas finir l'année. De manière assez simple. Hein. Il nous reste normalement, là, d'ici la fin novembre, début décembre, on doit acheter le terrain du Darro 62 000 euros, pardon. On doit normalement payer les dernières factures de la ZAC pour un montant d'environ 73 000 euros. On a normalement la ligne de trésorerie à rembourser d'ici mi-janvier, c'est-à-dire 100 000 euros à ressortir. Et là, franchement, ça devenait compliqué, voire même impossible, hein, je pense, sincèrement. Du coup, c'est ce qui avait motivé en partie l'augmentation des impôts, hein, la situation financière. C'est ce qui a motivé toutes les démarches d'économie qu'on engage un petit peu partout, de manière à redonner un peu de marge. Mais c'est vrai que là, entre le terrain du Darro et les travaux de la ZAC, ça devenait inextricable. Hein. Les factures de la Lausanne qui sont tombées en septembre, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on se serait passé ric-rac. Mais avec les factures de la ZAC qui sont tombées, là, c'était pas possible. Donc avec Eric, on a demandé rendez-vous à la banque. Hein, on a tous eu l'occasion d'échanger ça, mais bon, c'est l'occasion de présenter un peu la chose à Vincent. On a rencontré le Crédit Agricole avec 3 objectifs. Négocier notre future ligne de trésorerie pour l'année 2021. La ligne de trésorerie, c'est juste une réserve d'argent, hein, dans laquelle on peut piocher quand on en a besoin, mais qu'il faut impérativement rembourser à la fin de l'année. Si on ne la rembourse pas, on ne peut pas à nouveau reprendre de l'argent, temporairement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Quand on est arrivé en juin, il y avait 126 000 euros de factures impayées sur le budget de fonctionnement. Ça traduit qu'en début d'année, on a besoin de trésorerie. Et donc 150 000, là, ça nous paraissait trop juste pour commencer cette année. On souhaitait demander 200 000 euros à la banque. C'était le rôle de cette réunion, une des premières missions de cette réunion. Bon, on a passé 2h30 de réunion et quand on a parlé de la ligne de trésorerie, la conseillère de la banque nous a dit « Ouais, mais normalement, c'est 150 000 euros parce que c'est 10% de vos recettes. » Et 200 000 euros, c'est... normalement, c'est pas possible. Mais très exceptionnellement, avec des accords de la direction, tout ça, c'est peut-être envisageable. On a eu la réponse la semaine dernière. On aura notre ligne de trésorerie à 200 000 euros. À condition qu'on ait réussi à rembourser l'autre, je le rappelle. Le deuxième point, c'était
La signature d'un prêt. On espérait avoir 120, 130 000 euros de prêt. À courte échéance, puisqu'on sait qu'on a des rentrées de terrain, de vente de terrain sur la Nozane qui doivent arriver. Et donc l'idée, c'était de faire un petit peu tampon le temps nécessaire. Bon, on a dû bien faire notre boulot auprès de la banque, puisque la banque nous octroie un prêt de 200 000 euros à 0,23% sur 5 ans. Ce qui nous permet d'envisager le paiement des 2 premières annuités du terrain du Darro en attendant qu'un projet puisse se constituer dessus. Donc, ce qui nous donne une respiration pour quelques mois. Il y a ce qu'on appelle un différé d'amortissement, ça veut dire que pendant 2 ans, on ne paye que le capital, que les intérêts, 116 euros par trimestre. Pour être franc, mon objectif, ce prêt il est sur 5 ans. Mon objectif, et je vais demander à mon adjoint en finance de le tenir, c'est que dans 2 ans, on rembourse ce prêt. Alors, il est fait pour être remboursé par anticipation. Il est prévu être remboursable par anticipation. Un relais sur des ventes attrait à l'immobilier. Donc l'objectif, c'est de le rembourser dans 2 ans. C'est un prêt qui est fait sur le budget de la ZAC. Ça tombe bien, le Darro et les travaux de la ZAC, c'était la ZAC. Donc c'est un emprunt qui est fait sur la ZAC. Et l'objectif de le rembourser en 2 ans, c'est tout simplement de, entre guillemets, de solder un petit peu ces histoires de ZAC. Et puis surtout de redonner confiance à la banque. C'est-à-dire que si dans 2 ans, on réussit à rembourser ces 200 000 euros, c'est qu'on a retrouvé une assise financière qui permettra d'avoir probablement de meilleures conditions sur d'autres choses, sur le fonctionnement, pour pouvoir, sur le budget de la commune, pour pouvoir faire des investissements sur le budget de la commune. C'est un des objectifs. Donc voilà. L'objectif, c'est avec les ventes de terrain, avec les économies qu'on peut faire, avec les recettes qu'on peut essayer d'augmenter, c'est d'arriver à avoir cette marge de 200 000 euros qui nous permettent de rembourser l'emprunt pour donner confiance à la banque et faire en sorte que derrière, ce soit plus facile. Et puis la troisième chose qu'on avait demandé, c'était la possibilité de racheter des prêts ou de renégocier. On avait un